Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver et de parler santé. C'est un sujet passionnant, la santé. On avait fait une fois un micro-trottoir à Paris en demandant aux gens, c'est quoi pour vous la santé? Et presque tous répondaient, c'est une prison. Parce qu'une prison de Paris s'appelle la santé. Beaucoup de gens voient la santé comme, ah oui, je ne devrais pas fumer, je ne devrais pas faire ci. Ils le voient comme se priver des plaisirs de la vie. Eh bien, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que c'est tout autre chose. La santé, c'est une aventure merveilleuse de découverte qu'on peut apprendre soi-même à gérer sa santé et que notre santé viendra toujours de l'intérieur et jamais de mesures extérieures. Ça, c'est la grande illusion de notre époque, c'est cette croyance que la santé va venir d'un sauveur extérieur qui va nous apporter sur un plateau d'argent la santé. Et pour montrer à quel point les différentes médecines, pour moi, elles sont toutes complémentaires. Je vous donne un exemple. Il y a un néphrologue à Genève, que je connais bien, qui était un néphrologue. Et puis, il travaillait avec sa blouse blanche, son cabinet. Et puis après, il a appris des méthodes différentes. Il a appris le chamanisme, qui fait partie de la médecine, une médecine différente. Et alors, quand ces patients arrivent, il leur dit, est-ce que vous voulez un médecin traditionnel ou un médecin qui fait du chamanisme? Et suivant ce qu'ils lui disent, ils vont dans une pièce ou dans une autre. Parce que pour lui, les deux fonctionnent. Le but d'un médecin, c'est d'aider les gens. Qu'il utilise la médecine chinoise, ayurvédique, etc. Son but, c'est vraiment d'aider les gens. Mais il faut rajouter que le but d'un médecin devrait être d'aider les gens à devenir indépendants. Parce que si le médecin les rend dépendants de lui ou d'un médicament, il est dans une autre direction. Albert Schweitzer, d'ailleurs, ce grand médecin, une fois, un journaliste était étonné de voir qu'il était en très bon terme avec le chaman d'à côté. Il y avait un chaman dans le coin, certains appelaient sorcier, mais c'était un chaman. Et alors les gens lui disaient, mais comment ça se fait, vous êtes en bon terme avec lui, vous êtes tellement différents, vous devriez être opposés. Et Schweitzer avait eu cette réponse magnifique, Albert Schweitzer, il avait dit, mais non, lui et moi, nous faisons la même chose. Notre travail, c'est de réveiller le médecin intérieur qui est dans chaque personne. C'est une magnifique notion. Parce que nous avons un médecin intérieur, nous avons un système immunitaire qui est fantastique et qui a la capacité de régénérer, de réparer ce qui a besoin d'aide. Il fait ça toutes les nuits pendant qu'on se repose. Allez, le système immunitaire, il fonctionne pour nous remettre d'aplomb. Et c'est extraordinaire de pouvoir apprendre à jouer avec lui plutôt que contre lui. Il faut arrêter de le démolir avec des tas de mesures. On avait fait ça une fois avec Jean de Sigler, le sociologue genevois. Au début du sida, on avait fait une lettre au Conseil fédéral suisse en disant « Pourquoi est-ce que vous ne publiez pas, alors que le sida fait peur, la liste de tout ce qui fait baisser l'immunité et de tout ce qui fait monter l'immunité ?» Et bien sûr, comme dans ce qui fait baisser l'immunité, il y avait les injections et les médicaments chimiques, et que dans ce qui fait monter l'immunité, il y a toutes les mesures naturelles. Le Conseil fédéral a botté en touche en disant « Oui, on ne peut pas entrer là-dedans », mais c'est ça le point fondamental. Qu'est-ce qui va faire dynamiser notre système immunitaire? Et dans ce cas, il faut y aller. Et qu'est-ce qui va le faire s'aplatir? C'est le fond du problème. Et ce soir, je suis très heureux d'accueillir quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'admiration, de respect. Il s'appelle René Bickel. Et on se connaît depuis des décennies. Mais René Bickel a cette particularité extraordinaire. Après avoir travaillé à la SNCF, il va vous raconter son parcours, mais d'être devenu un dessinateur humoristique. Et j'adore ce qu'il fait parce qu'il enseigne la santé avec cette touche de rire, que ça soit une démarche joyeuse et pas une démarche de privation. René, je suis très heureux de t'accueillir ce soir. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours? Merci pour ton accueil. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors moi, mon parcours, il est déjà très ancien, hein, donc moi, ça fait plus d'un demi-siècle que je m'intéresse aux méthodes naturelles de santé. Enfin, il y a un premier déclic déjà, c'était en février 1966, où j'ai assisté à un drame lié aux vaccinations. Et puis même moi, un an après aussi, moi-même, j'ai eu des problèmes, j'ai été malade suite à un rappel de vaccin fièvre jaune en Afrique. Et donc, après ces expériences, je me suis beaucoup intéressé aux vaccinations, puis aussi aux méthodes naturelles de santé en général. Donc, j'ai rencontré André Pasbeck de Vie et Action, pour ceux qui connaissent. Et puis, donc, lui, il dispensait des cours de conseiller hygiéniste, diététicien, naturopathie, tout ça. Donc, j'ai pris des cours avec André Pasbeck. Mais pour moi, le plus important, ce ne sont pas les théories que j'ai pas pu apprendre, hein. C'est vraiment toute mon expérience de vie depuis un demi-siècle qui m'ont vraiment appris à faire confiance en mon corps et de ne plus avoir peur de la maladie. Or, aujourd'hui, je me rends compte, à 75 ans, je peux me vanter d'avoir une vitalité extraordinaire, contrairement à beaucoup de personnes de mon âge, pour ceux qui sont encore là, qui sont souvent dans un très mauvais état et qui sont complètement sous dépendance de médicaments. Voilà.
Donc, ça, c'est un peu, en gros, mon parcours. Mais bon, il est très vaste, hein. J'ai eu beaucoup d'expérience dans ma vie sur moi-même, sur des personnes que j'ai pu conseiller. Et vraiment, les méthodes naturelles, enfin, l'hygiène vitale, quand on met en place vraiment l'hygiène vitale, quand on peut donner les moyens au corps de se régénérer. Et ça, j'en ai fait l'expérience parce que j'avais des problèmes de santé dont j'ai pu me débarrasser. Voilà, par l'hygiène vitale et surtout aussi, enfin l'hygiène vitale, ça fait partie de plein de méthodes, mais surtout l'alimentation vivante, parce que c'est à partir du moment où j'ai vraiment adopté l'alimentation vivante que j'ai eu de grandes transformations. Parce que j'ai changé d'alimentation déjà dans les années 70, mais à l'époque, c'est vrai que je mangeais euh, cuit avec beaucoup de céréales, hein, j'étais végétalien. Or, c'était une grosse erreur parce que bon, maintenant je me rends compte que les céréales, c'est pas l'idéal pour le genre humain. Et voilà donc mon expérience de manger cru. Enfin, entre cru, c'est jamais du 100%, hein, je suis pas extrémiste ni sectaire en quoi que ce soit, hein. Il faut toujours rester un peu souple. Mais pour moi, j'ai retrouvé un gain de vitalité et que je cours plus vite, plus longtemps qu'il y a 20 ans, quoi. Et Ah oui. j'aime vraiment, je peux me vanter. C'est vrai, j'aime bien me vanter parce que c'est pour montrer ce que je fais. Ça marche. Donc, j'aime bien me vanter ou me montrer devant les jeunes ce que je suis encore capable de faire. Euh, Mhm. Beaucoup de jeunes, d'ailleurs, n'arrivent même pas à me suivre. Voilà. Ah oui. Et tu es vraiment, tu trouves que tu es plus jeune qu'à 20 ans. C'est ça, je me sens jeune. J'ai 75 ans, mais je me sens jeune. C'est super. Alors, donc, là, tu nous as parlé un peu de l'alimentation. Donc, ton alimentation, c'est des produits vivants, c'est-à-dire crus, pas à 100%, mais presque. C'est bien Presque ça. à 100%, oui. De temps en temps, je peux goûter quelque chose de cuit. Quand je suis invité, quand il y a des plats qui sont il y a un peu de cuit, moi je goûte. Hein, voilà, il y a pas de raison. Mais c'est vrai que bon, on a la chance aussi d'avoir un jardin, il y a un grand verger, de produire aussi beaucoup de fruits et légumes nous-mêmes. Parce que l'importance, pour moi, les fruits, l'important, c'est vraiment le côté important des fruits, c'est la maturité. Or, ça, je constate et j'en parle beaucoup, hein, c'est que beaucoup de fruits dans le commerce, je dirais même sous malsains parce qu'ils n'ont pas assez mûrs. En tout cas, ils manquent de vitamine C parce qu'ils ont été cueillis avant maturité. Du fait, la vitamine C se développe au dernier moment, au moment de la maturité du fruit. Et là, c'est un gros problème. Donc, moi, je conseille toujours aux gens, allez plutôt voir les producteurs directement que de vous approvisionner dans des endroits qui ont passé par des grossistes, qui ont traîné dans des grandes surfaces, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça va, j'insiste beaucoup là-dessus, hein. Et donc, c'est vrai, le fait de pouvoir déjà pouvoir nos fruits et légumes nous-mêmes, déjà, c'est très important d'avoir des produits frais, de bonne qualité, bien sûr, parce qu'on pratique l'agriculture biologique. Et, et donc, voilà, seulement moi, je ne pratique pas, j'ai jamais vraiment pratiqué ce qu'on appelle l'instincto ou l'alimentation sensitive. Bon, on fait de la cuisine. C'est vrai que l'idéal, ce serait de manger instinctif, mais bon, voilà, on est dans une société où c'est deux fois un peu difficile. Bien qu'on est nombreux, ici en Alsace, il y a de nombreuses personnes qui, euh, qui sont dans la même démarche au niveau alimentation ou à peu près. Et quand on se retrouve à Nouvel An pour faire des fêtes, donc chacun amène des plats crus, on s'échange des plats crus, parce qu'on veut faire de la gastronomie crue, hein, au niveau salé et cuit. Et donc voilà, bon, pour moi, de toute façon, il n'y a aucune frustration. Et moi, personnellement, je fréquentais il y a longtemps déjà des gens qui étaient instinctifs, qui mangeaient cru. Mais moi, je me dis, bon, c'est pas tellement pour moi. Voilà, je le sentais pas tellement. Et finalement, pour moi, c'est venu tout seul, sans forcer et sans aucune frustration, parce que je n'ai plus aucune appétence pour des choses dont je raffolais avant, hein. Mhm. Ah oui. Oui, Et- oui, c'est important ce que tu dis. Je crois aussi que dans cette démarche, il faut toujours faire les choses par paliers. Parce que c'est ce qu'on voit avec des gens qui sont très drogués, on ne peut pas arrêter d'un coup, notamment les oui, drogues psychiatriques. Si on arrête d'un coup, c'est dans un état affreux. Mais c'est vrai que quand on va par paliers, par expériences successives, nos besoins changent parce qu'on découvre un rapport beaucoup plus conscient entre ce qu'on met dans notre corps et comment il fonctionne. Parce que le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont totalement inconscients. C'est comme s'ils avaient un moteur à essence, puis ils mettent du diesel dedans et ça ne marche pas. Et après, ils s'étonnent d'avoir des problèmes. Ouais. oui. Tout à fait. Et donc, ça, c'est pour l'alimentation. Et ensuite, quels autres éléments tu as mis dans ta démarche santé?
Bon, moi, j'ai la chance de vivre déjà près de la nature, hein, donc je vis beaucoup dehors, hein, comme je suis arboriculteur sur un plan professionnel, je dirais. Donc, je travaille beaucoup dehors, c'est important. L'activité physique, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Mais il y a quelque chose qui me manquait pendant longtemps, hein, c'est au niveau de l'émotionnel. Hein, et Tal m'a aussi beaucoup montré que l'importance du côté émotionnel, hein, j'ai souvent été chez toi d'ailleurs, où Oui. vraiment tu as fait des stages extraordinaires, où il y avait vraiment une très belle ambiance. Hein, c'était vraiment super. Merci à toi pour ça, pour m'avoir fait vivre ces moments-là extraordinaires. Et c'est vrai que ce côté-là, j'ai réussi progressivement à le combler et en ayant vraiment, je dirais, une foi en la vie, voilà, de sentir que je suis autre chose que ce corps physique et vraiment que je suis créateur de mon futur. Et ça, j'en ai fait l'expérience et c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes aussi co-créateurs de notre futur. Et c'est vrai, à ce moment-là aussi, quand on arrive aussi à lâcher prise par rapport aux événements qui nous arrivent, ben, disons, notre santé, on se porte beaucoup mieux. Parce qu'avant, si on rentre dans le négatif, voilà, c'est normal, on sape notre énergie vitale en étant dans le négatif. Or, maintenant, j'ai compris que voilà, tout a sa raison d'être, on a nos expériences à vivre, mais comme je me fais aussi arriver les événements, enfin, me fais arriver les événements dans le bon sens. Et pour moi, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est vraiment à la base de la loi d'attraction, c'est la gratitude. Remercier déjà pour ce qu'on a et même remercier pour ce qu'on n'a pas encore. Et ça, franchement, j'en ai fait l'expérience et je peux vous dire, c'est vraiment extraordinaire, c'est fabuleux. Et ça nécessite aussi beaucoup de foi, de sentir cette présence en nous, que quelque chose qui échappe à notre mental, qu'on ne peut pas, notre mental ne peut pas comprendre ce que les religions appellent Dieu. Nous, voilà, on n'arrive pas, c'est insaisissable pour notre mental. Mais on peut le sentir en soi, et ça, c'est très important. Et ça, au niveau santé, c'est vraiment ça a plus extraordinaire. Parce que quand on ne rentre plus dans les choses qui nous sapent la vitalité, voilà. Ensuite, bien sûr, j'essaye d'éviter euh, l'environnement vibratoire au niveau des ondes électromagnétiques. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que bon, je suis comme à la bordure d'un village, il y a les antennes de relais sur le château d'eau. Voilà, bon, j'ai pas de voisin proche, heureusement, mais et ça, c'est parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils se sapent leur énergie vitale en étant tout le temps dans la Wi-Fi. Et ça, je me rends compte, il y a quelque temps sur un salon bio, je logeais dans un appart pendant 4 nuits, mais je captais plein de Wi-Fi de tout le voisinage de partout. Et puis, et c'est vrai, moi, je suis quand même assez sensible à ça parce que d'habitude, je dors bien, mais là, je me réveillais sans arrêt, sans raison la nuit. Donc, moi, enfin, on est normalement tous sensibles à ça, quelque part, parce que ça nous bouffe. Et ça, il y a un manque d'information parce que les gens pourraient au moins couper la wifi la nuit ou même faire du filaire, parce que c'est très facile. Moi, j'avais 3 enfants dans la maison, ils avaient chacun leur ordinateur, on n'a jamais mis de wifi, on perçait des trous, tirait des fils, et ça marchait très bien. Voilà, donc au niveau facteur naturel de santé, bien sûr, il y a la respiration, l'oxygénation, mais ce qui est très important, surtout de ne pas rester sédentaire. Moi, en plus de mes activités physiques à l'extérieur, dans mon verger ou ailleurs, ou même quand je travaille après des réparations de la maison, n'importe, je fais encore des exercices, yoga, étirement, exercices physiques, je fais des pompes, des tractions. Il y a encore autre chose que j'ai découvert il y a quelques années, hein, c'est le froid. Ah, Parce que souvent, bon, c'est vrai, d'abord, je testais aussi les bains chauds dépuratifs du fait qu'on a une installation solaire, on avait de l'eau chaude en excédent en été, donc je prenais des bains dépuratifs en mettant des produits alcalins dans les baignoires à l'extérieur. Donc, je prenais des bains chauds en plein soleil. Et c'est vrai que on peut se faire une fièvre artificielle quand on se sent encombré. Hein, on peut se faire une fièvre artificielle avec de l'eau à 41 ou même 42 degrés, mais je ne conseille pas aller pour quelqu'un qui débute de ne pas dépasser 40. Hein. Ensuite, j'ai découvert le froid par la méthode Wim Hof, parce que quand je voyais des images des gens des pays nordiques ou en Orient, en Russie, en Sibérie, des gens qui cassaient la glace pour aller rentrer dans l'eau,
Je dis, mais ce sont des êtres, ce sont des surhumains. Or, maintenant, je fais exactement la même chose. J'ai une baignoire dehors. Moi, en plein hiver, quand il y a de la glace, je casse la glace pour entrer dans ma baignoire. Et là, ça vous donne un coup d'énergie extraordinaire. Et puis là, je me sens vraiment bien après ces bains froids. Souvent, on n'a pas trop envie le matin comme ça d'aller se plonger dans une baignoire glacée, mais, mais après l'avoir fait, je suis vraiment content de l'avoir fait parce que je me sens vraiment bien. Donc, effectivement, le froid. Ce que tu dis, je pense, c'est très important. J'ajoute d'autres éléments. La pollution électromagnétique, c'est vraiment une des pollutions les plus ignorées. Parce Oui, on est conscient des pesticides, des injections, pour ne pas utiliser d'autres mots, pour ne pas être censuré, mais on est très peu conscient de la pollution électromagnétique. Elle est colossale. La 5G est une catastrophe. C'est un génocide, la 5G. Et c'est ça que nous devons réaliser. La grande difficulté pour les gens, c'est que s'ils s'ouvrent à cette conscience, ils ne savent plus quoi faire. Or, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'il y a moyen, comme tu dis, de mettre des fils. Il y a aussi des instruments de protection. On en parle sur oui, notre site. On peut mettre des oui, petites plaquettes à gauche et à droite. Et franchement, ça marche. Moi, j'ai vu oui, ça depuis de très nombreuses années. Au début de ma carrière, j'avais une secrétaire qui ne supportait pas d'être devant un écran. Et c'était les premiers écrans d'ordinateur pour aller avec la machine à écrire. Et la pauvre dame, dès qu'elle était devant son écran, elle s'effondrait. Alors, j'ai découvert quelqu'un qui faisait des instruments qui permettent de neutraliser, elle a pu travailler. Il faut savoir que j'ai mis ça dans mon dernier blog, dans les blogs de Tal sur santéglobale.org, j'ai mis tout un article qui montre qu'il y a en France au moins 5% des gens qui sont hypersensibles aux ondes électromagnétiques. Grave. Mais toute la population y est aussi sensible. tout à Alors, fait. c'est un problème important et qui a été complètement négligé pour des raisons extraordinaires, c'est que les fabricants, ces gens ont mis ça, les fabricants gagnent beaucoup d'argent et avec ça, ils corrompent tous les gens. Par exemple, il y a eu tout un scandale à l'OMS, parce que M. Repacholi, pour ne pas le nommer, pendant des années, il a garanti que les ondes ne faisaient rien, etc., mais il touchait beaucoup d'argent de l'industrie des téléphones. Et il y a eu toute une révolution à l'OMS à l'époque, parce que il faut être conscient. Et puis, j'aimerais dire un mot aussi de l'importance de la fièvre. Parce que c'est Ah, vraiment dramatique de couper, dès qu'un enfant a un petit peu 38, 32, allez hop, on lui donne des produits anti-fièvre, et c'est une catastrophe. La fièvre, c'est un mécanisme formidable. Il faut juste savoir que si jamais la fièvre monte trop chez un enfant, on lui fait un petit bain froid, et puis voilà, c'est réglé. Un bain de siège, on met de l'eau froide, et l'eau froide fait descendre la fièvre pour qu'elle n'aille pas à des degrés. Mais dès que les parents savent ça, ils ne vont plus jamais couper la fièvre d'un enfant. Et j'ai même vu en Allemagne une clinique où ils soignaient les maladies graves par des fièvres. Ils injectaient des choses aux gens pour les mettre sous fièvre. Et c'est un grand nettoyage. Et ça, c'est la grande valeur des bains chauds, effectivement, c'est de faire une fièvre artificielle, mais qui va permettre d'éliminer les toxines. Et puis le froid, c'est vrai que les deux sont en alternance. Le froid, c'est une stimulation merveilleuse. Et là, on peut rendre hommage à Wim Hof, c'est très beau de voir ce qu'il a fait. Et cet homme, il a des records du monde extraordinaires, de nager sous la glace. Enfin bref, il a fait des choses fantastiques. Ça vaut la peine d'aller voir sur Internet. Et il enseigne aussi une méthode de respiration très simple, mais qui permet de dynamiser l'organisme d'une façon magnifique, avec le point essentiel à comprendre dans la respiration, que la plupart des gens respirent très mal. Ils hyperventilent, ils ont une petite respiration saccadée, alors que dès qu'on lâche, ça y est, on va apprendre à respirer autrement. Et voilà un dessin de René, vous voyez. Ce que j'aime chez René, c'est qu'il a eu l'art peu à peu de dire des choses avec cet humour du dessinateur humoristique, comme vous le voyez là. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. D'ailleurs, dans le livre que j'ai fait là-dessus sur les vaccins, les injections, un génocide planétaire, j'ai des dessins de René et je trouve ça génial, des dessins amusants et qui permettent d'alléger, parce que c'est un sujet quand même un peu grave, et le fait d'avoir des dessins qui font rire, ça allège l'atmosphère. Très bien. Alors, on a vu la pollution électromagnétique, le chaud, le froid, quoi d'autre? ben, je pense que j'ai fait le tour de l'essentiel. Bon, il y a peut-être encore sur le coup, pour moi, les facteurs les plus importants, là, je viens de les citer, hein. Je pense qu'il y a, bon, oui, la respiration, effectivement, c'est très important, hein. Bon, il y a différentes techniques de respiration parce qu'on est souvent sous-oxygéné, hein. Donc, c'est vrai que le gros problème de notre société, c'est la suralimentation et la sédentarité qui Ça, entraînent aussi la sous-oxygénation. oui. Et ça, c'est vraiment un gros problème, voilà, disons, à la base de beaucoup de problèmes de santé.
hein, parce que puis quand je vois certaines personnes, voilà, je ne comprends pas, ils se trimballent à gros ventre et puis voilà, ils réagissent même pas ils trouvent ça normal. Et puis, et c'est vrai, c'est des gens souvent qui sont des fois même pas malades parce qu'ils font jamais de crise d'élimination. Puis à beau jour, là, ils tombent et puis ils meurent des fois très rapidement. J'ai vu beaucoup de cas comme ça, hein. Ils font pas de crise d'élimination parce que quelqu'un qui a beaucoup d'énergie vitale, lui, il réagit, hein. Si quelqu'un, par exemple, vous donnez un plat où il y a un peu de toxique à des personnes, la personne qui va le plus de vitalité va vomir ou faire de la fièvre, ou la personne qui n'a pas de réaction, c'est elle qui n'a peut-être le moins de vitalité parce elle va s'empoisonner, elle va s'intoxiquer petit à petit. Et ça, c'est important. Tu as parlé de la fièvre. Moi, personnellement, je dis, voilà, la fièvre, c'est provoqué par notre intelligence organique. Hein, j'ai eu 3 enfants, on n'a jamais, jamais fait baisser la fièvre. D'ailleurs, quand ils avaient une forte fièvre un soir, le lendemain matin, ils allaient à l'école, ils étaient de nouveau très bien, parce qu'on n'a jamais rien fait contre la fièvre. Et même, personnellement, je ne viendrait même pas l'idée de mettre de froid, parce que moi, je me dis que l'organisme, il sait très bien ce qu'il fait, hein. Voilà, ça c'est mon point de vue, ça paraît peut-être un peu extrémiste, mais moi j'ai appris vraiment à faire confiance en mon corps parce que moi je suis aussi passé par des crises d'élimination très, très violentes et très fortes. Et il y a déjà eu un cas où je suis allé voir un médecin pour avoir un arrêt de travail à l'époque, parce qu'il fallait un arrêt de travail. Et ce médecin était affolé, voulait absolument m'emmener d'urgence à l'hôpital. Or, je n'ai pas été, je suis rentré chez moi et puis j'ai appliqué les méthodes naturelles de santé, hein. J'ai commencé par jeûner et puis voilà, tout a été très bien au bout de quelques jours. Donc voilà, j'ai quand même mes expériences vraiment qui m'ont beaucoup conforté. Et voilà, c'est vrai que la fièvre, ça c'est un drame parce que j'ai souvent entendu des médecins. Moi, j'ai un médecin qui dit, moi j'ai la science. Effectivement, il a une science, il a appris énormément de choses que moi je ne connais pas. Et des fois, je dis, je vous admire pour le savoir que vous avez, mais on vous a appris plein de choses sur la maladie, mais on ne vous a pas appris vraiment, on vous a appris à l'homme a déjà pour faire baisser pour trouver des produits pour faire baisser la fièvre, mais on ne vous a pas appris le sens de la fièvre. Or, ça c'est beaucoup plus important. Voilà, et c'est ce qu'appliquent les naturopathes et tout ça, c'est eux qui ont compris. Eux, ils ont fait une démarche santé et la médecine, bon, toi, tu connais, hein, vous avez surtout appris la maladie. Voilà, ça c'est un dessin très important parce que c'est la notion que pour renforcer son système immunitaire, pour aller vers la santé, il y a plusieurs choses à faire, il n'y en a pas qu'une. Il y a l'alimentation saine, il y a le jeûne, il y a la respiration, il y a tout un cycle à développer. Et quand on met tout ça en place, c'est ce qu'on appelle la démarche holistique, s'occuper du physique, de l'émotionnel, du mental et du spirituel, là, on va forcément mieux. C'est ça qui est sympathique, c'est que ça marche. Et c'est vrai que personnellement, je trouve que René est un exemple vivant. Moi, je connais René depuis, je ne sais pas, 30 ou 40 ans, mais c'est vrai que c'est un jeune homme. Il n'a rien du tout d'un vieux. Et quand vous pensez que la plupart des vieux aujourd'hui, des personnes âgées, les gens du troisième âge, ils ont 10, 15 médicaments par jour. C'est de la folie totale. Alors qu'on sait on en parlait hier soir avec le docteur Loridan, plus que 3 médicaments chez quelqu'un, c'est un acte quasiment criminel. Parce que les interactions de ces médicaments vont faire des drames. On ne devrait jamais avoir une ordonnance qui a plus que 3 médicaments. Moi, j'ai un professeur qui disait ça il y a déjà il y a 60 ans. La médecine, quand vous donnez un médicament, c'est déjà bien, mais en rajouter un deuxième, un troisième, un quatrième, ça n'a pas de sens. Les vieux sont devenus de vraies poubelles à médicaments. On les gave de substances et on s'étonne qu'ils aillent mal. Alors du coup, on a ces vieux qui se traînent, qui sont vieux, fatigués, malades, alors que par une démarche positive, ils pourraient rajeunir et se retrouver. Oui, on peut rajeunir, ça, je peux en témoigner. Et c'est vrai que les médicaments tuent énormément, et ça, on ne le sait pas. Et souvent, le médecin, quand il va faire le constat de décès, il ne va pas écrire sur le constat que c'est son traitement médical qui a tué, hein. Il va marquer arrêt cardiaque ou peu importe, ou hémorragie, un peu de ce qu'il y a, enfin, vraiment la cause effective qu'il peut voir, mais il ne dira jamais que c'est à cause du traitement, hein. C'est ça le vrai problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est absolument délirant parce que le problème numéro 1, c'est qu'on est intoxiqué par les pesticides, par les injections, par la chimie, enfin bref, on est intoxiqué. Et au lieu de voir ça, cette réalité, de nous apprendre à détoxiquer, on nous intoxique toujours plus. Et ça vient de Pasteur. Et là, j'aimerais signaler que René a fait une BD absolument extraordinaire sur Pasteur. Tu peux nous en dire un mot?
Oui, j'ai fait déjà un livre qui s'appelle Vaccination, la grande illusion, où j'ai des passages où je parle de Pasteur, mais j'ai aussi fait une vidéo où je parle un peu de tout le cursus de Pasteur. Et je pourrais, bon, elle est pas trop longue, mais je pourrais en faire une qui dure 2 heures, peut-être, parce que j'étais justement intéressé à l'histoire de Pasteur. Ça m'a vraiment passionné. Et comment cet homme est passé pour un génie, presque un saint laïque, voilà, un bienfaiteur de l'humanité, alors que c'est exactement l'inverse. C'est un charlatan. Je pense qu'à la fin, il s'est peut-être rendu compte, mais il était tellement pris par par son succès, comme il était le protégé à un moment donné par la cour de Napoléon III, l'impératrice Eugénie. D'ailleurs, il allait passer ses vacances à la Riviera italienne, invité par Napoléon III. Donc, il était pris par son truc, il ne pouvait plus faire marche arrière. Et donc, voilà, je ne vais pas insister là-dessus, mais je vous invite à voir sur YouTube, j'ai l'histoire de Pasteur, et puis aussi dans mon livre Vaccination, la grande illusion. Oui, parce que je n'ai pas parlé, quand j'ai parlé de mon parcours, je n'ai pas parlé de mon parcours d'auteur, dessinateur, parce que, Alors, effectivement, c'est comment vrai tu que, as commencé? Comment alors, c'est venu cette idée? voilà, donc, enfin, c'était déjà un peu inné en moi, parce que quand j'étais petit, je me faisais déjà des petites histoires dessinées. D'accord. Et ensuite, j'ai fait du dessin d'art. Hein, donc, j'ai toujours été très bon en dessin d'art. J'avais des premiers prix de dessin d'art au lycée. Mais bon, mes parents, de toute façon, le dessin, pour mes parents, le dessin, c'est pas, c'est pas un avenir. Et puis bah, après, bon, dans les années 70, justement, quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ce qui se passe, et puis j'étais un peu engagé dans de nombreuses associations écologiques et ainsi, donc j'ai commencé à dessiner dans des revues alternatives, et donc j'ai commencé à faire beaucoup de dessins, puis comme des amis voyaient tous les dessins que j'ai là, et c'est dommage, il faudrait en faire un livre. Donc j'ai fait un premier livre qui était ma thèse de fin de cours de conseiller hygiéniste diététicien, qui s'appelait Le sucre et la nutrition. Ensuite, j'ai continué à dessiner. Bon, à ce moment où je me suis arrêté, j'ai aussi beaucoup d'autres activités. J'ai construit une maison solaire, une maison bioclimatique. Hein, j'ai construit pratiquement tout seul. Bon, j'ai été aidé quand même, mais le gros œuvre, tout ça, j'ai fait les fondations avec la brouette et la pelle. Hein. Voilà, malgré tout, moi, je prenais aussi du temps pour dessiner. Donc, j'ai fait un premier livre qui s'appelle Le Malade enchaîné, ensuite qui a été édité par les éditions Altes sous le titre Malade déchaîné. Et par la suite, j'ai repris les droits pour redonner le titre que je voulais, c'est Malade enchaîné. Ensuite, j'en ai fait d'autres, plein d'autres, quelques-uns qui sont épuisés, que j'ai pu rééditer parce que bon, j'ai plein de projets encore. Voilà. Et puis mon dernier qui est très important, et puis ça que je conseille vraiment, hein, il y a tout mon vécu, hein, c'est Élan Vital. Hein. Donc ça, il y a vraiment tout mon vécu sur la santé, enfin bon, c'est pas que de la théorie, voilà, c'est des choses que j'ai expérimentées. Et donc, pour moi, c'est important, c'est sous forme ludique. Donc, je vous conseille vraiment ce livre. Donc, voilà mon parcours. Donc, j'illustrais aussi pour des revues comme Biocontact, ainsi de suite. Voilà. Bon, c'est vrai que je suis très sollicité, mais je peux pas. Je refuse beaucoup de demandes de collaboration parce que vraiment, les journées sont trop courtes. Non, mais ce que j'aime bien, tu vois, je trouve que dans ton témoignage, ce qu'on voit de magnifique, c'est ce côté où tu parles vrai, parce que ce que tu dis, tu le vis. Le drame d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de spécialistes qui sont censés bien connaître un sujet, mais ils ont totalement déconnecté des principes fondamentaux de la vie, de ce fameux élan vital dont tu parles. Parce qu'à la base de tout, c'est vrai qu'il y a l'élan vital, et c'est cet élan vital qui fait que notre système immunitaire marche et qu'on est vivant. Or, c'est incroyable de voir que la médecine a tellement dégénéré qu'on fait tout pour couper cet élan vital. Ah Dès qu'on oui. vous donne des produits chimiques, ça bloque votre vitalité. Un des domaines où c'est le plus abracadabrant, c'est en psychiatrie. Dès que quelqu'un est un peu excité, au lieu de lui apprendre à gérer ses émotions, pof, on l'assomme. Et après, une fois qu'il est assommé, il est zombifié, il va traîner dans les couloirs d'un hôpital psychiatrique et tout le monde va trouver normal qu'il ne vive plus. Et personne ne se dit, on ne va pas le laisser comme ça pendant des années. Il faut lui donner des outils pour qu'il se prenne en main dans une pipe. C'est fondamental. Ça commence à venir. Il y a quelques psychiatres maintenant qui commencent à entrer dans cette dynamique, mais c'est encore très peu connu parce que malheureusement, Big Pharma règne en maître. Et c'est pour ça que je trouve que le travail que René fait est capital, parce que c'est informé, mais d'une manière qui invite par l'humour justement à faire des expériences personnelles.
Il y a deux étapes. Il y a l'information, et puis ensuite, il y a le dire, ah tiens, ben, René, il fait ça, tiens, ah oui, tiens. Alors je vais essayer. Et quand les gens se mettent dans cette démarche, pas à pas, ils avancent vers toujours plus de santé. Le point important, je trouve, là-dedans, c'est l'éducation. Parce que si on entre dans les conflits, moi je suis pour les injections, moi je suis contre, c'est des conflits stériles. Je suis pour la chimie, je suis contre, ça n'a pas de sens. Et moi-même, dans ma position, je ne dis pas qu'il faut totalement renoncer à la chimie. La médecine chimique a des qualités. Quand vous êtes vraiment en mauvais état sur la route, on va vous sauver la vie en réanimation. Et là, on va vous injecter des trucs, et même les antibiotiques, ça a sauvé des vies. Mais donner un antibiotique à un enfant qui a juste un petit peu de fièvre, c'est vraiment un acte hallucinant de sottise. Et qui est simplement, on s'est mis là-dedans. Alors, heureusement, la prise de conscience se fait. Qu'il faut arrêter d'abuser des médicaments. Il faut garder les médicaments pour l'hôpital, en quelque sorte, mais pas les mettre dans la vie quotidienne quand on peut faire autre chose. Et cette autre chose, c'est justement utiliser des méthodes. Moi, j'ai eu la chance, d'ailleurs, de voir beaucoup d'enfants dans ma pratique de 50 ans, et j'ai fait un livre là-dessus, qui s'appelle « Des enfants épanouis », et qui résume 50 ans de médecine holistique à votre service. Parce que ce qui m'a émerveillé, c'est de voir que quand des parents arrêtent de bombarder leur enfant de mauvaises habitudes, c'est-à-dire l'alimentation industrielle, les injections, les médicaments, et bien tout d'un coup, l'enfant, il va mieux. Quand un enfant va mieux, quelle joie pour les parents. Parce que c'est terrible de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de parents ne se rendent pas compte que les pires menaces qui pèsent sur leurs enfants, ce n'est plus les maladies. Parce que les maladies comme la diphtérie, tout ça, ça n'existe plus. Le tétanos, ça touche une personne. Enfin, c'est très peu, c'est des faux problèmes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'on a fait contre ces problèmes anciens menace tous les jours. Quand vous pensez que dans les injections obligatoires aujourd'hui, il y a des choses qui n'existent plus. La diphtérie n'existe plus. Pourquoi faire ça? Eh bien, on le fait simplement parce que ça représente beaucoup d'argent pour les multinationales et pour ceux qui dirigent le monde. Et c'est là que nous devons faire une démarche. Et là, je salue vraiment ce que René apporte parce que c'est une vision dynamique, positive de s'informer et d'avancer. Oui, parce que toutes les maladies ont une cause. Hein, la diphtérie, le tétanos à l'époque avaient une cause. Et moi, je parle beaucoup aussi de ce qui s'est passé dans le passé, au début de l'ère industrielle, où les ouvriers étaient exploités à mort, où ils travaillaient jusqu'à 16 heures, même les enfants qui travaillaient jusqu'à 14 à 16 heures par jour dans des conditions insalubres, qui vivaient dans des taudis insalubres avec une nourriture carencée. Et parce qu'il faut savoir que les ouvriers, quand ils rejoignent les villes en hiver, ils n'achetaient pas de fruits parce que ça coûtait trop cher. Et pour eux, les fruits n'avaient représenté aucune valeur alimentaire. Ils ne connaissaient pas la vitamine C à l'époque. Donc, ce qui fait que l'alcoolisme faisait des ravages dans ces endroits-là. Même les femmes, ça donnait à l'alcool, et même des fois des jeunes. Et donc, il ne faut pas s'étonner aussi que des enfants mouraient de tuberculose, des enfants qui travaillaient toute la journée dans la poussière, et ainsi de suite. Donc, il y avait toujours des causes qui ajoutent un manque d'immunité, surtout aussi par une alimentation dévitalisée à la base et toutes les conditions de vie, bien sûr. Donc, il y a toujours une cause. Hein. On n'attrape pas un virus comme ça n'existe pas. Des virus qui rendent malade. Moi, personnellement, c'est scientifique, mais personnellement, je n'y crois pas par expérience. Mais il y a beaucoup de scientifiques qui font la démonstration de tout ce qu'on nous raconte sur les virus. C'est complètement faux. Ce n'est pas scientifique. D'ailleurs, c'est ce qui m'a aussi beaucoup interpellé parce que quand je me suis intéressé aux vaccinations et même aux méthodes naturelles de santé, j'ai lu beaucoup de traductions de publications scientifiques, souvent de médecins américains. Et toutes ces publications scientifiques, on les met à la poubelle, enfin, on les met dans les oubliettes. Oh, il y a une vraie science médicale qui est utile, mais c'est là où on la met de côté. C'est ça, tout à fait. En fait, il y a deux sciences. Pour moi, il y a un grand building de la science qui est la science des commerçants, qui est une science manipulée pour vous vendre des choses en disant c'est scientifique, n'est-ce pas? Il faut faire ça parce que la science dit que le consensus. Mais ça, c'est un grand immeuble. Mais c'est un immeuble où 90% de ce qu'on vous dit est faux, n'a pas de base scientifique réelle. Et puis à côté, il y a une toute petite maison, on va dire, c'est la vraie science qui est celle des lois de la vie. Et cette science-là, eh bien, elle avance, mais elle n'a pas le soutien financier parce que ça ne rapporte, c'est ça le problème, c'est que la santé ne rapporte pas autant que la maladie et que la maladie est devenue un énorme business. En Chine, dans la Chine ancienne, le médecin, quand les gens tombaient malades, on ne le payait plus parce qu'on estimait qu'il avait mal fait son travail. Chez nous, ça a été inversé. Et c'est un des drames de notre société, c'est que plus les gens sont malades, plus le médecin et Big Pharma gagnent de l'argent. C'est une aberration totale. Donc, il faut se réveiller et je trouve que c'est en train de se faire. Parce que c'est vrai, comme disait récemment Louis Fouché, quand on est malade, la première chose à se poser, c'est qu'est-ce qui m'a rendu malade? Quel est le mode de vie qui m'a amené à la maladie? Et dans cette vision,
je rejoins ce que dit René, la maladie, c'est toujours un effort du corps pour se dépolluer. Voilà. Donc, c'est toujours précieux. Et on doit dire merci à la maladie, et pas parce que notre corps, il est intelligent. S'il nous fait une fièvre ou s'il nous fait une bronchite, tout ça, c'est pas pour nous casser les pieds, c'est pas parce qu'il est un ennemi, mais c'est parce qu'il essaie de se dépolluer. Et quand on comprend ça, alors on va justement dans cette ligne d'aider le corps à faire son travail. Ouais. Oui, parce que je prends l'exemple de la grippe. La grippe, pour moi, la grippe ne tue pas. Parce que quand on fait une bonne grippe avec une forte fièvre, c'est une crise d'élimination qui fait qu'après, le corps est nettoyé. Puis même, je dirais, faire une bonne grippe avec une bonne fièvre peut même protéger d'un cancer ou ainsi de suite. On meurt de la grippe. Non, ce n'est pas la grippe elle-même. Parce que les gens, dès qu'ils ont la grippe, c'est les traitements médicaux qui font que les gens meurent de la grippe. Ce n'est pas la grippe elle-même. Donc, dans les statistiques, on dit voilà, 25 000 personnes qui meurent de la grippe. Ce n'est pas vrai, c'est les traitements. Parce que l'être humain, c'est tellement idiot d'être qu'il faut qu'il enlève les symptômes. Voilà, parce qu'il ne comprend pas le sens de la maladie. Et c'est vrai que pour moi, on ignore à quel point les traitements médicaux tuent ou rendent invalide. Parce que moi, je vois autour de moi, personnellement, ça fait un demi-siècle que je n'ai pas pris de traitement médical, hein, mais je ne rejette pas la médecine non plus, parce que le jour où j'aurai un problème mécanique, je suis bien content de me faire réparer, hein, ça, je ne rejette pas. Mais c'est ça, le drame, c'est ça, c'est que cette crise d'élimination qui nous amène vers plus de santé, qui permet, parce que le corps dispose de capacités de régénération extraordinaires, mais il faut lui donner les moyens, et ce n'est pas par les médicaments, c'est par le mode de vie. C'est ça. Ouais. Ah, tout à fait, on se rejoint tout à fait. C'est capital de comprendre ça. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi toute la pseudo-science actuelle n'a pas de base scientifique solide. Pour donner un exemple, Stefan Lanka, qui est un grand… Ah oui. En Allemagne, il a dit une fois, je suis désolé, mais le virus de la rougeole n'a jamais été isolé. On n'a jamais, ce virus, je suis désolé, on l'a jamais vu isolé au microscope, etc. Et alors, il avait lancé, il a dit, si quelqu'un me prouve que ce virus existe, je lui donne 100 000 €. Alors, il y a quelqu'un qui a sorti quelques études et en premier tribunal, il a perdu. Parce que les juges ont dit, ah ben oui, c'est vrai. Alors, il est la Cour suprême d'Allemagne, qui est l'instance la plus haute, et là, les juges ont dû reconnaître que non, il n'y a aucun travail scientifique correct qui prouve que ce virus existe. Parce qu'on a mélangé toute la virologie, on a mis des choses, etc., puis on a dit, ah, ça, c'est le virus. Mais ce n'est pas si simple. Mais ce virus, celui de la rougeole, d'ailleurs les autres aussi, n'ont jamais été isolés. Et c'est pour ça que la virologie actuelle est une espèce de foire d'empoigne, parce que les virus, ça change tout le temps. Et alors, on essaye de les classifier, les mutants, etc. Mais c'est de la folie. Et ce sont des efforts inutiles, parce que le corps change tout le temps. Et nous avons plus de virus et de bactéries que de cellules. Ça, il ne faut pas l'oublier, dans notre corps. Donc, croire qu'il faut se protéger de ça, ça n'a aucun sens. Les virus, c'est la vie. C'est ça. C'est la vie. Ouais, tout à fait. Et quand on va dans cette optique-là, on comprend le sens aussi de toutes les maladies d'enfance. C'est que l'enfant, par le contact, enfin, par les virus, il crée son immunité. Donc, on ne devrait pas couper toutes ces maladies d'enfance comme on fait aujourd'hui. Ouais. Non, si je peux dire quelque chose, j'ai eu des témoignages de mamans qui m'ont dit que leur enfant qui souffrait de petits problèmes chroniques, après avoir fait la rougeole, ils étaient mieux. C'est ça, bien sûr, tout à fait. Voilà, ben, ça démontre ce que disent certains chercheurs, effectivement, que la rougeole leur permet d'éliminer des choses, des poisons, des choses qui viennent de l'héritage encore des parents. Donc, ce sont des maladies, les maladies infantiles sont des maladies utiles. Mais on nous a appris à avoir tellement peur de la maladie que les gens se jettent d'abord chez le médecin et sur les médicaments. Au moindre symptôme, on va courir chez le médecin. Et le médecin, malheureusement, il n'a pas appris. Mais il y en a beaucoup. Maintenant, j'en rencontre aussi, parce que quand je fais des salons, des foires avec mes livres, il y a souvent des médecins qui viennent à mon stand et qui me disent… D'autres le disent ouvertement, d'autres disent c'est entre nous. Moi, j'ai compris, mais je ne sais pas comment faire. Je suis médecin, mais j'ai plus envie de piquer. J'ai plus envie de piquer les enfants. Mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, il y a beaucoup de médecins que je rencontre qui prennent conscience de tout ça, mais ils sont vraiment pris dans un système parce qu'il y a le conseil de l'ordre derrière. Et voilà. Et puis voilà, c'est vrai que pour eux, c'est très difficile d'appliquer d'autres méthodes. Voilà. Ça, c'est un de mes dessins préférés. Très joli, ça. Soit de style consomme. Oui, tout à fait. Ouais. Très joli dessin.
parce que l'ignorance, hein, comme on dit toujours, hein, les grands sages autour disent que l'ignorance est la mère de tous les maux. Hein. Et C'est vrai. ça, voilà, il faut vraiment apprendre aux gens. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens se complaisent dans l'ignorance, ils veulent même pas savoir. Et, et c'est pour ça, moi, la base de mon enseignement, c'est d'être avant tout un exemple. Et là, ils peuvent pas dire que voilà, ce que je fais ne marche pas. Oui. C'est vrai, tu es un exemple vivant. Je vais vous proposer un tout petit intermède en vous faisant faire un petit exercice, vous qui nous écoutez, parce que le but d'un exercice, c'est de se sentir mieux. Or, quelle est la chose la plus répandue dans notre société? C'est la peur. Et tous les médias et tous les politiciens vous mettent dans la peur pour que vous obéissiez à ce qu'ils vous disent. Et ils augmentent votre peur par toutes ces informations qui vous font peur. Alors, c'est vraiment important d'apprendre à lâcher la peur. Le petit exercice que je vais vous proposer, vous allez le faire avec moi, est tout simple. C'est qu'au lieu, j'ai peur, je garde cette peur à l'intérieur, et puis je me ronge dedans et je pense, oui, mais c'est normal que j'ai peur parce que, etc., il y a de la menace, il y a des virus, il y a la guerre, etc. Alors, la peur, il faut la lâcher. Et la lâcher, l'exercice est tout simple. C'est qu'on va inspirer cette peur, on va se remplir de peur, et quand on est plein, au lieu de se mettre à penser, on va tirer la langue, parce que tirer la langue, c'est un geste qui libère les émotions. On va faire un son, parce que le son aussi libère, un long son, et on va laisser le corps vibrer. Donc, je vous montre une fois, on fait comme ça. Et on va faire une longue expiration. Et le but, c'est qu'à la fin de cette longue expiration, comme la peur sera sortie de notre corps, on va vivre quelque chose d'intéressant. C'est que tout d'un coup, la peur étant sortie, on lâche. Et tout d'un coup, quand on va reprendre de l'air, on va entrer dans ce que j'appelle le bonheur dans l'instant présent. C'est la gratitude, je suis vivant. Vous êtes prêts? On va le faire une fois ensemble. Inspirons tous. On peut aussi voir les symptômes. Attends, on va finir. Respirez maintenant profondément, quelques instants, et sentez la détente. Sentez qu'il y a quelque chose qui a lâché. La peur est sortie. Et du coup, comme vous respirez maintenant plus profondément, parce que rien que cet exercice d'ailleurs arrête une crise d'asthme, ça dit en passant. Vous avez de l'asthme, vous faites ça, ça y est, l'asthme s'arrête. Parce que vous avez vidé vos poumons et après la respiration est ample, tranquille, et vous entrez dans le contentement. Et là, vous pouvez mettre un sourire sur vos lèvres pour dire merci à la vie. Vous avez quitté le monde de la peur. En quelques secondes. Donc, c'est juste pour donner un petit intermède. Qu'est-ce que tu voulais dire, René? Continue. Je veux dire, on peut aussi pas faire un diagnostic en regardant la langue. Hein. Comme je te dis là, je montre ma langue à un médecin qui est en face de moi. C'est toi. Avec par la langue, on peut voir beaucoup de choses. Hein. La médecine chinoise faisait ça, tout à fait. D'ailleurs, on trouve tout en tout, même par les yeux, par l'iridologie, ainsi de suite. Hein. Donc, voilà, on peut faire un diagnostic très facile par beaucoup de choses externes qu'on peut voir. Quoi. Voilà. Et c'est l'occasion de dire que notre corps, dans son intelligence, il utilise toutes ces médecines anciennes. Pour donner un exemple, quand vous vous dites « Où est-ce que j'ai rangé mes lunettes ?» et vous vous grattez le sommet de la tête, ou vous frottez le lobe de l'oreille, voyons, où est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, vous faites de l'acupuncture. C'est-à-dire que votre corps sait que là, il y a un point, et aussi le lobe de l'oreille, qui stimule la mémoire. Donc, quand on laisse notre corps agir, quand on se frotte les mains, les pieds ou les oreilles, on passe son temps à se faire du bien. Et puis, ça fait des économies, parce que d'aller chez un thérapeute, ça coûte cher, mais c'est merveilleux de savoir ça. Moi, j'ai un exemple qui va vous faire rire, c'est que pendant des années, je me demandais pourquoi j'aimais tellement aller au cinéma. Parce qu'en fait, je sortais du cinéma avec une énergie incroyable. Et puis après quelques années, j'ai découvert que j'aimais au cinéma parce que pendant 2 heures, pendant le film, je me massais les pieds. J'enlevais mes chaussures et je me massais les pieds. Donc, je me faisais 2 heures de réflexologie, donc je sortais avec une énergie. Donc, c'est des choses simples, mais qui changent la vie parce que c'est merveilleux de découvrir que quand on sort de l'immobilité et qu'on bouge, eh ben, on va se laisser inspirer pour faire ce qui est à faire, se faire du bien. Tout à fait. Quand je suis dans un transport en commun, dans un train ou même un avion, je fais toujours quelque chose. Je fais soit un peu de gymnastique en étant assis, ou alors effectivement des massages. Je fais aussi de gymnastique au niveau du visage et ainsi de suite. Voilà, je ne perds jamais mon temps. Il y a toujours quelque chose, même pendant des heures comme ça où on est dans un train, on peut faire plein de choses. C'est vrai. On décide aussi dans un train. Non, ce qui est important dans toute cette démarche, effectivement, et c'est là que moi je trouve que ce que tu apportes avec les dessins d'humour nous met dans cette dynamique, c'est de quitter l'intellect qui tourne en rond, toujours avec les mêmes idées.
consomme, reste ignorant, apprend des choses nouvelles, découvre qu'il y a tout ce monde de la santé qui t'attend et que c'est un monde passionnant. C'est tout à fait ça. Mais le soi docile est très fort, parce que c'est vrai que toute la dynamique des pouvoirs publics et des médias corrompus qu'on a à l'heure actuelle, c'est d'augmenter votre peur pour que vous mettre dans un état de sidération où vous allez obéir à des ordres qui sont d'une idiotie incroyable. Mais vous réalisez ce qu'on a pu faire, mettre des masques qui n'ont aucune valeur scientifique. Il n'y a aucun travail au monde qui prouve que le masque sert à quelque chose. Il y en a 250 qui prouvent qu'il est toxique. Alors, c'est quand même inouï, mais on a réussi à convaincre les gens grâce à cette hypnose collective, qu'il fallait qu'ils obéissent, mettre des masques, ne plus sortir, ne plus toucher sa grand-mère. Enfin, c'est du délire. Mais le côté positif, je trouve, c'est que cette folie, maintenant, les gens voient que c'était de la folie. Ils voient qu'on les a manipulés, qu'on leur a menti, qu'on leur a fait croire des choses qui n'avaient aucune base. Et ce réveil des consciences, je le salue parce que je crois que c'est à ça qu'on collabore, mais c'est de permettre de ne pas avoir toujours plus de contrôle, mais toujours plus de libération des gens. Qu'est-ce que tu en penses, René? Ben, très bien, c'est ça, oui, effectivement, parce que je vois autour de moi, effectivement, des gens qui commencent à ouvrir les yeux, parce qu'ils se rendent compte. Et puis moi, quand il y a eu le Covid, après le confinement, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, on a beaucoup discuté de tout ce qui se passe, et puis ces personnes, à un moment donné, ne pouvaient plus discuter avec l'entourage à l'époque, hein, après, et même avec leur propre famille. Et donc là, j'ai dit, c'est le moment que nous, entre gens éveillés, gens conscients de ce qui se passe, qu'on se retrouve. En fin de compte, on a un groupe en Alsace, on est presque dans les 300 personnes. Donc, on se rencontre tous les mois pour faire des brandos. Dernièrement, là, j'ai loué une salle. On était à 190 personnes pour faire la fête. Alors, se trouver entre gens éveillés, c'est super. Mais il y a aussi des gens qui viennent se raccrocher à nous, des gens qui comprennent. Et puis, dans ce groupe, effectivement, il y a des gens qui ont fait des prises de conscience extraordinaires à travers cette histoire de Covid. Ils se sont rendus compte vraiment que, comme tu disais, qu'on se moque de nous. Parce qu'on nous a fait faire des choses insensées, hein, des confinements, ou bien alors des horaires avec des horaires ou des kilomètres qu'il ne fallait pas dépasser. Hein, mon épouse s'est fait prendre dans les gendarmes parce qu'elle a dépassé le nombre de kilomètres auquel elle avait droit. Enfin bon, c'est des choses hallucinantes. Est-ce que parce que je change de département, je vais... Tiens, tout d'un coup, l'image se fige. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc, effectivement, ces mesures insensées ont quand même fait ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Oui. C'est ça le paradoxe, c'est que des choses qui ont l'air très négatives, mais au moins font que les gens se sont éveillés en disant, mais à qui est-ce que j'obéis? Et on obéit à des psychopathes complètement hallucinants, quoi. Oui. Quand on regarde ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, c'est vraiment... C'est du fou, quoi. Mais des fois, il faut qu'on passe par des choses difficiles pour que les gens se réveillent, hein, comme disent les sages. Ce que tu ne veux pas apprendre par la sagesse, ben, tu l'apprendras par la douleur. Et comme j'ai dit avant, toi, à sa raison d'être, on a nos expériences à vivre et la vie nous donne des fois des coups de pied au cul pour nous faire avancer. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'effectivement, tout le monde, l'amour, tout le monde le cherche, mais personne ne le trouve. Mais les ennuis, tout le monde en a. Et tout en cherchant. Parce que, quelque part, nous sommes aussi créateurs de tous ces problèmes. Oui, effectivement, notre monde, il marche à l'envers. Hein. Tout est inversé. Tous les lanceurs d'alerte, toutes les personnes qui travaillent pour un monde meilleur, se font un peu descendre par les médias, hein, se font passer de complotistes, de sectaires, tout ça. Enfin voilà, on se fait descendre par les médias, alors que les malfaiteurs qui se pavanent à la télé, ceux-là, voilà. Ah ben oui. Moi, j'ai toujours dit que la télévision, c'est un instrument de décervelage. Je parle des grandes chaînes de télévision. Bien sûr, on pourrait faire la télévision un merveilleux outil, mais malheureusement, c'est ceux qui mènent le monde qui s'en servent pour nous embêtir, pour faire de nous des gentils moutons. Mais c'est pour ça qu'on peut saluer TVADP qui justement donne la parole à des gens qui ne passent pas dans les médias classiques, parce que les médias classiques, on n'a aucune chance qu'ils nous écoutent du tout, mais sur TVADP, il y a une ouverture qui est superbe et qui va nous permettre justement de sortir de la télé-conditionnement pour entrer dans une TV libre qui permet à des gens de s'exprimer. Je salue les efforts de TVADP dans ce domaine. Et je suis très heureux de parler avec René. Oui. Ce dessin fait fuir les journalistes, hein. Parce que j'étais dans mes expositions de dessin, puis un jour, on m'a présenté une journaliste, puis quand elle a vu ce dessin-là, elle est partie, hein, parce qu'elle travaillait pour une chaîne télé. Elle ne voulait plus rien savoir de moi. Hein. Elle ne plus poser de questions, elle est partie. C'est vrai que... C'est
C'est le grand problème. Il ne faut pas leur jeter la pierre. Il y a beaucoup de médecins, de journalistes, etc. Ils sont pris dans le système et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'il faut bien qu'ils gagnent leur. Enfin bref, la vie est dure. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut amener quelque chose justement de progressif. Pour donner un chiffre, en Suisse, par exemple, plus de la moitié des médecins utilisent des techniques qu'ils n'ont pas appris à l'hôpital. Ils vont faire de la sophrologie, de la diététique, de l'acupuncture. Enfin, ils font autre chose que ce qu'ils ont appris parce que les hôpitaux sont malheureusement totalement verrouillés dans l'ancien système. C'est que la chimie, c'est que Big Pharma. Mais grâce à Dieu, de plus en plus de médecins, d'infirmiers, etc., depuis un demi-siècle, s'ouvrent à la réflexologie. Enfin, peu à peu, leur univers s'élargit. Et c'est dans ce sens qu'il faut aller. C'est ne pas critiquer ceux qui sont encore dans une petite boîte étroite, mais leur montrer qu'on peut élargir cette boîte. Et que peu à peu, on va pouvoir pousser les murs de la prison parce que c'est nous qui les avons créés. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut se faire en douceur et pas en violence. Il ne s'agit pas de démolir les hôpitaux et de tuer les... Il y a des journalistes éveillés qui essayent, tant qu'ils peuvent un peu de faire passer de temps en temps des messages. Effectivement, il y en a. C'est comme pour les médecins, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, qui se rendent compte que tout marche à l'envers. Il y a beaucoup de choses à remettre à l'endroit. Super, très bien. C'est passionnant de t'écouter, René. Puis vraiment, je trouve que ce que tu dis est vrai, c'est que tu es un exemple vivant de quelqu'un qui ne dit pas des choses intellectuelles, mais qui vit ce qu'il enseigne. Et c'est ce que moi, j'ai vu dans tes dessins depuis, je sais pas, 30 ou 40 ans que tu fais ça, et qui sont vraiment porteurs d'une information magnifique parce qu'elle est fluide, elle est légère, on rit, et en riant, on s'ouvre. Et tu amènes souvent dans tes livres des citations que tu as prises dans des livres, etc., qui montrent que ce que tu dis est soutenu scientifiquement. C'est pas des... Ça. Voilà. C'est ça, mes dessins, surtout dans Vaccination, la grande illusion, j'ai taillé mes dessins avec des citations scientifiques et médicales. Je marie un peu le sérieux avec l'humour. D'ailleurs, même dans d'autres livres comme Le théâtre de la vie, j'ai énormément de dessins, de citations de philosophes, de grands philosophes qui sont connus. Et donc, c'est vrai, les citations mariées au dessin, ça fait, d'après ce qu'on me dit, des beaux livres. Alors, je pense que je ne vais pas me vanter, mais c'est vrai que mes livres, ils méritent d'être connus. Voilà. C'est vrai, j'aurais pu me faire connaître en me vendant, mais bon, voilà, je n'ai pas eu le temps de me mettre là-dessus, mais j'ai déjà eu des contacts par des personnes même connues qui m'ont contacté, mais j'ai refusé. Je ne suis pas en vente. Moi, en tout cas, je salue vraiment ton œuvre et j'invite les gens à aller sur ton site parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations qui sont à la fois très solides. Et ce qui est magnifique dans ce que tu fais, c'est que tes bandes dessinées d'il y a plusieurs années ne se démodent jamais. Parce que notre chance, et là je trouve qu'on a une chance extraordinaire, c'est que quand on va dans cette dynamique, la médecine holistique, l'éducation de santé, tout ça, on dit des choses qui ne changent pas dans le temps. Alors que beaucoup de gens, ils vous disent quelque chose, puis 3 mois après, ils disent le contraire. Parce qu'ils n'ont pas la ligne. Et la ligne directrice, c'est les lois de la nature. Les lois du vivant, l'élan vital, tout ça, c'est des choses qui sont là depuis des millénaires. Alors que la médecine moderne, un médicament ou un autre, ça change. Regardez le nombre de choses qui sont abracadabrantes. Par exemple, on a tué la vie de plein de gens en leur disant que le cholestérol allait tuer, il faut prendre des statines. Puis aujourd'hui, on s'est aperçu qu'avoir un cholestérol élevé pose aucun problème. Ça n'a jamais été un problème, c'est un faux problème. Mais par contre, que les statines tuent des milliers de gens. Mais il y a encore des dizaines de milliers de Français qui prennent leurs statines parce qu'on leur a dit que c'était ce qu'il fallait faire. Alors là, il y a vraiment une vraie révélation à faire, une apocalypse, pour que les gens, non pas une révolution, mais qui se rendent compte qu'il y a autre chose que ce que la médecine chimique leur a dit. Il y a toute la médecine naturelle qui a cette force extraordinaire qu'elle s'appuie sur des lois universelles qui existaient il y a 5000 ans ou plus, et qui sont les principes simples. Respectez-vous, votre santé dépend de vous et pas de l'extérieur. En résumé. Tout à fait, tout à fait. Tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Voilà. Il y a même une bibliothèque en nous, je dirais, si on est vraiment, quand on arrête un peu le mental, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours faire cette moulinette du mental, là. Quand on l'arrête un peu, il y a des choses qui viennent spontanément. D'ailleurs, mes meilleures idées de dessin, c'est pas quand je réfléchis. Ah oui, c'est ça. Ah, encore un autre. Excellent. Oui, la libre pensée, parce que moi je constate qu'il y a très peu de vrais libres penseurs, je n'en rencontre pas beaucoup, malheureusement. Et puis il y a beaucoup, malheureusement aussi beaucoup de lanceurs d'alerte ou des gens qui font des vidéos qui se trompent énormément parce qu'il y a plein de choses qui leur manquent dans ce qu'ils racontent.
Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est souvent des jeunes qui n'ont pas toute cette expérience. Mais voilà, donc il faut se faire attention à tout ce qui se raconte parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent enfin, qui dévoilent des erreurs, qui racontent des choses qui sont fausses, même si c'est des gens qui sont de bonne intention. Hein, parce que c'est vrai qu'il faut que des fois recopier voilà, ou dire des choses qu'ils ont entendues, qu'ils ont lues. Mais il faut faire attention, il y a énormément de choses qui nous induisent en erreur. Et donc ça, sans arrêt, parce que des fois, je commençais à écouter une vidéo, puis des fois, au bout de 3-4 minutes, j'arrête parce que voilà, des gens qui racontent un peu voilà, des choses qu'ils ont lues à droite et à gauche, mais des choses qu'ils n'ont pas intégrées. C'est ça, tout à fait. C'est important d'avoir intégré de quoi on raconte. Le point capital, c'est de dire aux gens, voilà une information, mais ensuite faites une expérience. Parce que les gens qui démolissent quelque chose, les ignorants, l'ignorance, ça rime avec l'intolérance. Pour donner un exemple, moi j'ai vu ça, une des techniques de santé que j'enseigne depuis longtemps, c'est Amaroli, l'urinothérapie. C'est que l'urine n'est pas toxique, c'est en fait un médicament. C'est le plus vieux du monde. Et c'est un médicament qui n'a aucun effet secondaire, ça n'a jamais tué personne, et qui aide les gens à se guérir. C'est quelque chose de simple. Alors, une fois, j'ai été convoqué à la commission de surveillance des poissons médicales à Genève parce qu'un médecin m'a dénoncé, il dit, le docteur Chalère, il parle d'urinothérapie, ça discrédite le corps médical. Alors, je suis arrivé là-bas et Genève, c'était bien pour ça parce qu'à gauche, j'avais un professeur de l'hôpital, le médecin cantonal, le corps médical. Mais à droite, j'avais un avocat, une femme de ménage, enfin, il y avait des laïcs. Alors, moi, ce que j'ai dit, vous savez, les gens qui démolissent cette méthode, le point commun de tous, c'est qu'ils ne la connaissent absolument pas. Ils n'ont pas lu un livre là-dessus, ils n'ont jamais essayé, ils dénoncent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors là, je voyais tous les laïcs à droite qui hochaient la tête à ce que Chalère dit, eh bien. Et moi, je ne dis pas aux gens de le faire, je leur dis c'est quelque chose qui existe, c'est un vieux secret de l'humanité pratiqué par des millions de gens dans le monde depuis des millénaires. Alors, mon rôle, c'est de vous informer. Alors, les gens de l'hôpital faisaient grise mine parce que c'est vrai, ils ne connaissaient pas. Ils disaient oui, mais enfin, c'est dangereux. Je leur ai dit, quand vous dites ça, sur quelle étude vous appuyez-vous? Ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul travail dans la littérature mondiale qui prouve que quelqu'un s'est empoisonné en buvant son urine. C'est tout faux. Ou en la mettant sur sa peau. Alors, la conclusion était drôle, c'est qu'ils étaient coincés parce qu'ils ne pouvaient pas, en quelque sorte, avoir d'arguments sérieux contre. Ils ne pouvaient que dire oui, c'est tout faux. Exactement comme il n'y a pas longtemps, quand Thierry Casasnovas était accusé de toutes sortes de choses, que Laurent Alexandre, le médecin, a même dit que c'était un assassin avec ce qu'il disait, en fait, on s'aperçoit quand on regarde le dossier qu'il enseigne simplement des lois du vivant. Mangez vivant, vous verrez ce que ça donne. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gens qui sont contre lui? Ils prennent une phrase dans une de ses vidéos, ils la tordent et ils vont faire croire qu'à cause de lui, les gens vont mourir. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, les gens meurent beaucoup plus des traitements médicaux que des maladies. Et ça, c'est un fait que les gens voient. Regardez aujourd'hui que les effets secondaires des injections, mais c'est un vrai drame. Et ça demande une prise de conscience. Et c'est là, je pense, qu'un travail comme celui de René mérite d'être mis en avant. Et je te remercie beaucoup d'être venu partager avec nous tes expériences, ton dynamisme. Et j'espère que les gens vont aller nombreux voir ton site magnifique. Voilà. Merci. Juste un dernier message justement aux gens injectés. Le corps, encore une fois, peut se débarrasser de produits, de choses toxiques. Voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quelque part, on peut toujours se rattraper, plus ou moins, en faisant de bonnes choses. Il existe beaucoup de techniques pour se nettoyer. Donc, voilà, j'invite ces personnes on trouve plein d'informations à ce sujet. Voilà, je ne sais pas, toi, Tal, voilà. Tu connais aussi. C'est le rôle de cette émission, c'est d'amener aux jeunes une vision positive pour qu'ils arrêtent de croire que parce qu'ils sont dans un mauvais état, c'est fichu, il n'y a rien à faire que de se désespérer et de marcher dans la tombe. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Alors, prenez-vous en main, lisez les bandes dessinées de René et en avant vers la santé pour tous. Parce que moi, mon objectif, c'est que la santé de tous devienne la priorité de chacun. C'est que vraiment, on mette la santé collective en premier plan, alors qu'aujourd'hui, elle est complètement démolie par des gens qui sont des marchands ou des… Enfin bref, et on a un travail à faire de libération et c'est ce qu'on fait ensemble. Merci beaucoup René d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, merci aux auditeurs, merci à TV ADP, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Au revoir.